Bonjour. Toujours dans le cadre de la comparaison de deux moyennes issues de deux populations différentes, je vous rappelle qu'on a déjà donné le lancé de l'exercice d'application. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'il s'agit de deux populations indépendantes, les ménages d'ouvriers et les ménages des employés. Vous avez les deux moyennes, vous avez les deux écarts types pour chaque population, vous avez la taille de l'échantillon pour chaque population. Donc, pour savoir est-ce qu'il y a une différence entre les dépenses alimentaires des ouvriers et celles des employés, on va passer par le test d'hypothèse puisqu'il s'agit de populations indépendantes. Je vous rappelle que la première étape de ce test consiste à former les hypothèses, c'est-à-dire alternatives à tester. H0, M1 moins M2 est égal à 0, mais ça signifie tout simplement l'hypothèse nulle, ou bien H0, M1 moins M2 est égal à 0, que les dépenses alimentaires sont les mêmes. Ça veut dire que les dépenses alimentaires des ménages des ouvriers est égal aux dépenses alimentaires des ménages des employés. L'hypothèse alternative, M1, la différence est différente de 0, M1 moins M2 différent de 0, ça veut dire que les dépenses alimentaires ne sont pas les mêmes, il faut bien faire la différence entre les deux ménages. Donc c'est un test bilatéral avec deux régions critiques. Bien, la deuxième étape consiste à déterminer la distribution donc la distribution de la différence, ça veut dire on doit déterminer à quoi est égale l'espérance de la différence, et l'écart type de la différence, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, et par la suite, la loi suivie par la différence. Donc, je vous rappelle que nous avons déjà expliqué cette étape qui consiste à, sous H0 exact, la différence est égale à 0. Autrement dit, son espérance est égale à 0. Et l'écart type, c'est la somme de la variance de la moyenne observée des deux populations, comme vous le voyez, avec 1 c'est la première population et 2 c'est la deuxième population. Et puisque dans cet exercice, nous avons les tailles d'échantillons sont suffisamment grandes, comme vous le constatez, vous avez ici 327 et 286 sont largement supérieurs à 30. Donc je peux faire l'approximation, puisque la loi de la population est inconnue, comme voilà. Donc je peux faire l'approximation de la loi par la loi normale. Voilà, et je vais le centrer et réduire. Donc je vais déterminer T alpha sur 2 à partir de T alpha sur 2 à partir de la table de la loi normale centrée réduite. Mais autre chose, vous constatez ici, on vous donne uniquement les écarts types de chaque échantillon. Ça, c'est l'écart type de l'échantillon issu de la population. Et c'est l'écart type de la deuxième population. Donc, on ne connaît pas les variances des populations, mais voilà, donc il faut les estimer, mais il faut bien faire attention. Ici, vous avez les tailles de l'échantillon de chaque population. L'échantillon ici de chaque population est suffisamment grande, donc je peux faire l'approximation c'est-à-dire S1 est égal à S'1 est égal à sigma 1. S2 est égal à S'2 est égal à sigma 2. Pourquoi? Parce que même si vous multipliez par n divisé par n-1, 327 divisé par 326, vous allez trouver quelque chose qui est beaucoup plus proche à 1. La même chose, 286 divisé par 285, donc c'est n divisé par n-1, c'est quelque chose qui est proche à 1. C'est pour cette raison, c'est pas la peine de faire l'estimation. Vous n'allez rien gagner. Pourquoi? Parce qu'approximativement, comme nous allons le voir, donc puisque les variances sont inconnues, on va les estimer par S', S'1, S' au carré 1, S' au carré 2. Et puisque N1 et N2 sont grands, donc approximativement, la variance de l'échantillon, il est proche à l'estimateur de la variance de la population. Donc je peux très bien remplacer sigma de 1 par S de 1. La même chose pour la deuxième population, puisque la tête de l'échantillon est suffisamment grande, je vais faire l'approximation c'est-à-dire de la variance de la population 2 par la variance trouvée sur l'échantillon. C'est pour cette raison, sur l'écart type de la différence, nous avons remplacé la variance de chaque population par la variance trouvée sur l'échantillon. Pourquoi? Parce que les tailles de l'échantillon sont suffisamment grandes. C'est pour cette raison que la variance de la différence est égale à 9,04. Donc, une fois que nous avons déterminé, c'est-à-dire la variance de la différence, je vais par la suite, comme je l'ai précisé auparavant, déterminer ce qu'on appelle les régions critiques et d'acceptation. Donc voilà la forme générale des régions critiques, comme je l'ai précisé auparavant. Donc c'est tout simplement, je cherche à encadrer
je cherche à encadrer, c'est-à-dire D, donc je cherche à encadrer D, comme vous le voyez, à chaque fois je cherche à encadrer D, d'accord, la différence, voilà, la forme générale, comme je l'ai précisé auparavant, E de D est égal à 0, donc c'est E de D la borne inférieure, comme vous le voyez, c'est E de D, d'accord, moins T alpha sur 2 S de D, E de D plus T alpha sur 2 S de D, E de D, nous l'avons déjà, soit A0 exact est égal à 0, c'est la raison pour laquelle dans la troisième formulation il disparaît, donc est égal à 0, soit A0 exact. Ici, concernant le T alpha sur 2, nous l'avons déjà déterminé auparavant, nous avons dit que je vais utiliser la table de la norma centrée réduite parce que la différence, il suit il norma centrée, il suit il norma, je peux centrer le réduire. Donc je peux consulter la table de la norma centrée réduite, donc nous avons déjà vu qu'avec 5%, je vais remplacer T alpha sur 2 par 1,96. Et S de D, nous l'avons déjà déterminé dans l'étape, c'est-à-dire l'étape précédente, S de D est égal à 9,04. Donc, par application numérique, voilà, donc c'est T alpha sur 2, donc vous avez T alpha sur 2, vous avez S de D, la borne intérieure et la borne supérieure. Donc, l'intervalle d'encadrement de D, c'est entre moins 17,71 et plus 17,71. Autrement dit, on a 95 chances sur 100 pour que la différence soit comprise entre les deux valeurs, moins 17,71 et plus 17,71. Concernant la règle de décision, comme nous l'avons déjà fait auparavant, c'est un test bilatéral, donc vous avez la représentation graphique c'est-à-dire de votre région critique ou ce que vous avez déterminé auparavant. Donc vous avez la première borne de la région critique, la première borne, la deuxième borne, voilà. Les éléments hors L1, L2, je vais accepter H1, voilà. Donc si x bar 1 moins x bar 2 appartient à L1, L2, donc je vais accepter H0, ça c'est la zone d'acceptation de H0. Sinon, si jamais vous êtes dans cette partie ou bien dans cette partie inférieure à L1, ou bien supérieur à L2, ou bien x bar 1 moins x bar 2 en valeur absolue, pourquoi on prend ici la valeur absolue? Il y a certains étudiants qui vont prendre par exemple qui vont prendre 612 moins 642, c'est moins 30, ou bien 642 moins 612, c'est plus 30. C'est pour cette raison, nous, ce qui nous intéresse, c'est la différence. C'est pas, nous ne cherchons pas à ce que les employés, les ménages d'emploi dépensent plus que les ménages des ouvriers. Nous cherchons tout simplement la différence en valeur absolue. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? C'est pour cette raison que nous avons bien porté x par 1 et x par 2 en valeur absolue. Donc voilà, la règle de décision, c'est la différence en valeur absolue des deux moyennes observées appartient à L1, L2, je vais accepter H0, sinon je vais accepter H1. Maintenant, concernant la sixième étape, la prise de décision selon les données de l'exercice, puisque x bar 1, 612 moins 642, c'est 30, n'appartient pas, donc on veut le constater, 30, il est là. 30, il est là. Il appartient à la région d'acceptation de H1. Donc, il n'appartient pas à L1, L2, il est à l'extérieur c'est-à-dire de la région d'acceptation de H0, donc je vais accepter H1. Donc, la conclusion qu'il faut retenir, la différence qu'on a bien constatée de 30 dirhams, x bar 1 moins x bar 2, 30 dirhams, cette différence, elle est réelle et elle n'est pas due aux fluctuations d'échantillonnage. Pourquoi? Parce que nous avons bien accepté H1. Donc, on peut admettre au risque de 5% que les ménages d'employés dépensent plus que les ménages d'ouvriers. Pourquoi? Parce que nous constatons à travers la donnée de l'exercice, ici, voilà, donc les employés dépensent plus que les ouvriers avec une différence de 30 dirhams. Donc, soit qu'il y ait une différence, ou bien ils dépensent plus que les dépenses des ouvriers avec 30 dirhams au risque de 5%. Donc, la différence constatée, c'est une différence qui est bien réelle. Bien, donc voilà concernant, c'est-à-dire les étapes à suivre pour la mise en œuvre d'un test de comparaison des deux moyennes de deux populations différentes. Il y a l'autre méthode de vérification, comme nous l'avons déjà fait pour la comparaison d'un paramètre de la population à un norme, soit la comparaison d'une moyenne à une norme et à la proportion à une norme. Nous avons travaillé avec le t calculé. La même chose, donc je vais appliquer le même principe, puisque c'est un test bilatéral, toujours je vais calculer le t calculé, voilà. Mais le t calculé, la dernière fois, nous avons fait uniquement x bar sur sigma de x bar, mais ici, quand il s'agit de la différence, toujours il faut mettre dans t calculé pour la comparaison des deux moyennes, c'est en valeur absolue x par 1 moins x par 2 divisé par l'écart type 2, l'écart type 2 de d. Ça, c'est le t calculé.
le t calculé, il faut la comparer avec t lu, d'accord? X par 1, je pense, est égal à 642, x par 2 est égal à 612 ou bien inversement. Donc voilà, donc sigma de d, nous l'avons déjà déterminé, donc est égal à 9,04 dans l'étape, voilà, donc 9,04. Voilà, donc je vais comparer le t calculé avec le t lu, lu sur la table de la loi normale centrale réduite comme je l'ai déterminé auparavant, donc est égal à 1,96. La règle de décision reste la même. Si le t calculé est supérieur à t lu, je vais accepter H1, sinon je vais accepter H0. Donc par une simple application numérique, pour cet exercice, voilà, donc le t calculé, c'est 642 moins 612 divisé par 9,04, c'est l'écart type de t. On a trouvé que le t calculé est égal à 3,31. Donc 3,31, il est supérieur à t lu sur la table de la loi normale centrée réduite. Donc voilà, on va accepter H1. Donc c'est le même résultat qu'on a bien trouvé auparavant, c'est-à-dire on a les dépenses, c'est-à-dire le même résultat, on a la même conclusion. Ça veut dire qu'on peut admettre que les dépenses des ménages des ouvriers est différente par rapport à celles des employés, ou bien on peut dire que les ménages d'employés dépensent plus que les ménages d'ouvriers pour passer par une simple constatation. Voilà, voilà, c'est-à-dire ou bien en constatant que cette différence x bar 2 est supérieure à x bar 1. Donc cette différence, elle est réelle. Il y a une différence, cette différence, je peux l'expliquer par le fait que les ménages d'emploi, ils dépensent plus que les ménages des ouvriers. Donc voilà concernant la comparaison de deux moyennes, de deux populations différentes. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter la comparaison de deux populations, de deux proportions, de deux populations différentes.